Monsieur André Grandillon. Bonjour Blandine. Bonjour Monsieur André Grandillon. Bonjour Florian. Donc nous voilà de nouveau réunis pour l'entretien de mai 2017, en présence de Monsieur André Grandillon, donc rédacteur en chef de la revue Militante. Le sujet aujourd'hui, c'est l'Europe centrale. Alors la première question, est-ce que vous pouvez nous parler en premier lieu donc, de l'histoire ancienne propre au pays de l'Europe centrale, afin de mieux connaître la nature et l'identité de cette zone? De cette zone. Alors l'Europe centrale, il faut déjà la définir géographiquement. Lorsque l'on prend le continent européen, c'est-à-dire l'ensemble des peuples de civilisation gréco-romaine et chrétienne, on se rend compte qu'il y a deux pôles. Vous avez le pôle occidental, qui s'est organisé autour de Rome et de la latinité, qui ensuite a donné l'Europe carolingienne. Et sur le flanc oriental, vous avez le monde grec, qui a donné l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, la chrétienté orthodoxe, avec un certain nombre de peuples, notamment les peuples slaves, qui se sont plus affiliés au monde grec et orthodoxe, tandis que d'autres peuples se sont plus affiliés à Rome et à la latinité. Alors, le monde de l'Europe centrale, eh bien, c'est un monde qui se trouve soumis à la fois à l'influence de Rome et à l'influence du monde gréco-byzantin. Et pendant longtemps, cette zone a été, je ne dirais pas un no man's land, un monde indéfini, une zone indéfinie, mais on regarde bien, si vous partez depuis les côtes de la mer Noire et vous remontez jusqu'à la mer Baltique, vous avez, à travers les plaines du Danube, la plaine de Pannonie, qui est aujourd'hui la plaine hongroise, en remontant vers la vallée de la Vistule, toute une zone qui est restée longtemps une zone instable en matière de population, parce que c'était une zone d'invasion. C'était une zone d'invasion, on pourrait même dire, entre le Dniepr et le Danube, une zone où les populations sont passées à la fin de l'Antiquité pour envahir l'Empire romain. C'est cela, c'est-à-dire que sur les débris de l'Empire romain, il y a eu ce qu'on appelait les invasions barbares, et comme un peu à l'ouest, en Europe centrale, ça ne fait pas... Voilà. Donc oui, tous ces peuples sont passés, les peuples visigothiques, et enfin disons visigothiques, ostrogoths, alamans et autres, ont traversé toutes ces zones-là, notamment avec les Huns, pour s'attaquer surtout à l'Empire romain d'Occident, donc la partie latine de l'Empire romain. Ils se sont aussi attaqués à la partie grecque, à la partie orientale, mais elle a beaucoup mieux résisté parce qu'elle était avec un réseau de villes plus organisé, un réseau économique plus solide, une population plus dense. Mais pendant longtemps, c'est resté une zone interlope, si l'on peut dire. Vous avez eu les Avars, après vous avez eu les Magyars qui sont venus au 8e, 9e siècle, 10e siècle. Au nord, vous aviez les populations slaves qui se sont stabilisées très lentement. Par exemple, le fond de la population grecque aujourd'hui est un fond de population slave hellénisée qui sont venus du nord. Si vous avez les Serbes aujourd'hui, vous avez leurs cousins germains, si on peut dire, qui sont les Sorabes dans la Saxe actuelle. Les Serbes blancs, en opposition aux Serbes noirs. Enfin bon. Et durant la période médiévale, ça se caractérise par un rattachement au Saint-Empire notamment. Et alors, au Xe siècle, vous avez eu la fixation de l'État hongrois, avec la conversion du roi Étienne, Géza qui est devenu Étienne Ier. Au nord, vous avez eu la conversion des Polonais autour de Gniezno, avec la dynastie des Piast. Et puis au nord encore, vous avez eu, disons, tous les États baltes qui, eux, non seulement été conquis et christianisés et conquis aussi en grande partie par les Polonais, par les chevaliers teutoniques, et la Lituanie était un des derniers États à se christianiser au XIVe siècle, sous le duc Mindaugas. Donc,
déjà, ces régions-là commencent à prendre corps au XIIe, XIIIe siècle en s'organisant autour d'États, la Pologne, la Hongrie, la Lituanie. Et sur la partie Est, alors il y a eu effectivement la Russie de Kiev. La Russie de Kiev qui, elle, a été constituée à partir d'éléments scandinaves. Les Varegs, qui, nous, on a eu les invasions des Normands en Normandie, bien connues. Et de l'autre côté, vous avez eu les Varegs, qui ont créé la ville de Novgorod, et qui ont descendu la Douna, le Dniepr, et qui sont arrivés sur la mer Noire. Donc vous voyez, progressivement, et ce monde s'est stabilisé avec d'un côté les Polonais et les Hongrois qui se sont affiliés à Rome, et de l'autre côté les Bulgares qui, eux, à l'origine étaient des Turcs au IXe siècle et qui se sont slavisés, et les Varegs slavisés aussi autour de Kiev, qui, eux, se sont regroupés sur la partie orthodoxe. Sur la partie orthodoxe, avec la grande césure qui n'a toujours pas disparu, qui vient du partage de 396 de l'Empire romain en deux parties, entre la Serbie et la Croatie. Au milieu de la Yougoslavie, vous avez en gros le partage de l'Europe occidentale et orientale. Mais, effectivement, entre le pôle carolingien et le pôle slave russe qui s'est développé à partir du XIVe siècle, vous avez cette zone mouvante qui constitue l'Europe centrale. Et dans la période un peu plus contemporaine, assez unifiée, disons, à travers l'empire de l'Autriche-Hongrie, qui représente cette Europe du Danube, danubien. Alors, effectivement, à l'origine, au Moyen-Âge, avant l'Autriche-Hongrie, vous avez eu l'empire, l'État polono-lituanien. La Pologne et la Lituanie, sous la dynastie des Jagiellons, avaient constitué un État unique, si l'on peut dire, enfin une union personnelle de souverains, et qui unissait, qui créait un ensemble étatique qui allait en gros de la Lituanie, donc de la Baltique, jusqu'à la mer Noire quasiment, avec les plaines de l'Ukraine. Les plaines de l'Ukraine, où là vous aviez déjà le monde des Zaporogues, le monde des Cosaques. Lorsque, sous l'influence de la montée en puissance de la Moscovie et de l'avancée des Turcs dans le sud de l'Europe, et la reconquête qui s'est faite avec les Habsbourg, eh bien progressivement, l'État polono-lituanien s'est fragmenté, s'est dissous, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'État fort, d'État central puissant, puisque les rois étaient élus, très grave, délire de roi. On n'élit pas un chef d'État, ou alors dans des conditions très précises comme le pape à travers un conclave, un groupe très réduit de personnes. Et effectivement, avec la reconquête qui s'est faite sur l'Empire ottoman, vous avez les Habsbourg qui ont conquis toute cette Europe centrale, tandis que la Russie, elle, conquérait progressivement jusqu'en 1990-91 une grande partie de la Pologne. Vous avez eu le partage de la Pologne qui a donné tout le sud de la Pologne avec Cracovie à l'Autriche-Hongrie, la région de Varsovie qui a été donnée à la Russie sous le nom de Royaume de Pologne qui était une province de l'Empire des Tsars, et une autre partie de la Pologne plus au nord qui a été donnée à la Prusse, notamment la Poznanie. Et effectivement, ce qui a été le cœur de ce que l'on peut appeler l'Europe centrale, ça a été l'Europe danubienne, l'Europe de l'Autriche-Hongrie. Alors l'Autriche-Hongrie, l'Autriche a failli disparaître sous les coups des Turcs, une première fois en 1529, où toute la Hongrie, où les trois quarts de la Hongrie étaient occupés et soumis à l'Empire ottoman. Il ne restait plus de la Hongrie que ce qui est en gros ce qu'on appelle la Haute-Hongrie, qui aujourd'hui est la Slovaquie, en gros, la Slovaquie, puisque Bratislava s'est longtemps appelée Pochony et était la capitale de la Hongrie. C'est aussi en allemand le nom de Pressbourg. Et après le siège de 1683 de Vienne, qui a été levé grâce à l'armée polonaise du roi Jean Sobieski, les Autrichiens, les armées autrichiennes ont reconquis la Hongrie
ont libéré la Hongrie, délivré la Hongrie du joug ottoman, et la conquête a duré progressivement sur 2 siècles, 1683, 1783, 1883, le congrès de Berlin, où à ce moment-là l'Empire ottoman a été en grande partie évacué de l'Europe centrale, où la Bulgarie, la Roumanie ont été admis comme États quasi indépendants. Bon, il y avait un vague protectorat nominal de la porte ottomane, mais ils étaient indépendants. La Serbie avait retrouvé son indépendance. Il a fallu attendre 1912 pour que finalement les Turcs soient évacués de l'Europe. C'est à ce moment-là, après les guerres balkaniques, où la Grèce a occupé la région de Salonique, grecque, que la Macédoine, qui à l'époque était ottomane, a été donnée à la Serbie, et que les Turcs se limitaient à la Thrace orientale, c'est-à-dire autour d'Istanbul, de Constantinople, comme on disait encore à l'époque. Et la grosse erreur, le drame finalement, c'est qu'en 1919, lorsque la reconquête finalement était achevée, du fait que les marines françaises et britanniques mouillaient dans le Bosphore, les Anglais ont préféré laisser Constantinople aux Turcs, pensant qu'un État faible était plus facilement contrôlable que des États européens, qui seraient été donnés à qui, à la Grèce ou à la Bulgarie, on ne savait pas trop, mais plutôt à la Grèce. Et à partir de là, la Turquie continue toujours à posséder les 2 côtés du détroit. C'est quelque chose, disons, d'un point de vue historique, géopolitique, extrêmement grave. Bon, et pour en venir à l'Europe centrale, non, je parle de ça parce qu'il faut resituer les choses dans un contexte général. Effectivement, l'Europe centrale, c'est l'Europe danubienne, c'est l'Europe des Habsbourg. Et tout le 19e siècle a vu le développement de l'Europe danubienne, c'est-à-dire, bon, on va dire ce qui est devenu la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire la Bohème, mais la Bohème appartenait au Saint-Empire romain germanique, la Slovaquie qui appartenait à la Hongrie, la Transylvanie qui est devenue roumaine, mais les populations sont très mélangées. Le sud de la Pologne, c'est-à-dire la région de Cracovie, et puis plus à l'est, la Ruthénie, c'est-à-dire la région de Lvov qui est aujourd'hui en Ukraine, la Lodomérie, la Bucovine avec Tchernovitz, Tchernouty, qui est dans la capitale de la Bessarabie, la Moldavie aujourd'hui. Et toutes ces régions-là, effectivement, ont commencé à se développer économiquement, à prendre conscience de leur particularisme, de leur identité propre, sous l'Empire austro-hongrois. Effectivement, et cette Europe danubienne avait cette force d'être unie sous la personne d'un souverain. En l'occurrence, François-Joseph, à partir de 1848. Et cette Autriche-Hongrie avait cette particularité de créer une union personnelle entre ses populations, les personnes, et le souverain lui-même. Les sujets et le souverain. Vous donnez l'exemple de l'impératrice Zita, notamment. Effectivement. Une chose remarquable, c'est que 1970 ans après la fin, même 80 ans après la fin de l'Empire austro-hongrois, avec la Grande Guerre, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Là, c'est encore autre chose. Je vais y revenir. Mais vous me parlez de l'impératrice Zita, ses funérailles en 1989, alors que l'Empire avait disparu depuis 80 ans. Eh bien, ces funérailles dans la crypte des Capucins, qui est la nécropole des Habsbourg, ont été suivies par des délégations des anciens peuples de l'Empire. Quel prodige, que finalement ces peuples se reconnaissaient encore, disons, une figure tutélaire ou historique dans cette vieille dame qui venait de décéder et qui n'avait en fait régné que 2 ans, 2 ou 3, 1916-1918, avec son mari Charles Ier, tout simplement parce que l'Empire des Habsbourg, eh bien, respectait les particularismes locaux, respectait les identités locales, les identités nationales, et représentait pour tous ces peuples-là une période de paix. Une période de paix, une période de prospérité par rapport à tout ce qui est arrivé ensuite.
Et il faut bien reconnaître qu'il y avait une union personnelle, une union charnelle, si l'on peut dire, entre le peuple et le souverain. Chose particulière et qui est liée à la chrétienté, où le souverain est le mandant de ses peuples, est au service de ses peuples, et non pas, en gros, un potentat qui asservit les autres peuples. On avait la même chose en France, hein, et dans tous les États. Les souverains étaient au service de leur peuple. Et une chose remarquable, les empereurs d'Autriche-Hongrie consacraient une ou deux fois par semaine une matinée à recevoir les sujets de leur empire, ce qui créait un lien particulier. Dans l'armée, les soldats prêtaient un serment personnel à l'empereur. Lorsque François-Joseph est décédé en novembre 1916, il a fallu que toute l'armée austro-hongroise reprête un nouveau serment au nouvel empereur, parce que le décès de François-Joseph déliait tous les soldats de leur lien avec l'empereur. Et ils ont reprêté un nouveau serment, le nouvel empereur a prêté à l'empereur Charles Ier en 12 langues, dans les langues de l'Empire. Et l'armée ne s'est débandée, ne s'est défaite que lorsque Charles Ier a relevé ses troupes, ses soldats, de leur serment personnel prêté 2 ans auparavant. Et à ce moment-là, toute l'armée s'est défaite, mais auparavant, l'armée restait soumise en dépit des tensions nationalistes qui étaient lancées par différents mouvements autonomistes locaux. Notamment en Tchéquie, en République tchèque, ce qu'elle devient la République tchèque, par les francs-maçons Beneš et Masaryk. D'ailleurs, l'élément juif reprend le dessus, comme on le voit avec un homme comme Karl Lueger. Alors, effectivement, l'Empire austro-hongrois, on ne sait pas ce qu'il serait devenu s'il n'y avait pas eu l'assassinat de François Ferdinand, de l'archiduc François Ferdinand, mais il y avait une chose extrêmement importante, c'est que l'élément juif prenait de plus en plus d'importance dans l'Empire austro-hongrois. Les Juifs étaient essentiellement centrés dans la partie orientale de l'Empire, c'est-à-dire la Galicie, la Bucovine, la Lodomérie. Si vous prenez par exemple un guide de voyage de l'époque, le Baedeker de l'Autriche-Hongrie, on vous met les pourcentages de population, et vous voyez des villes comme Galich, Lvov, Tchernoty, 60% de juifs, 70% de juifs, 80%. Enfin, vous voyez vraiment, parce qu'à l'époque, les statistiques ethniques existaient même pour les voyageurs. Et ces populations, évidemment, venaient vers les capitales, Budapest et Vienne. À Vienne, vous aviez plus de 10% de la population qui était juive, dans le quartier de Leopoldstadt notamment. Et la puissance qu'ils prenaient, l'importance qu'ils prenaient du point de vue économique et financier, et le bruit qu'ils faisaient, malgré eux, ou à cause d'eux, je veux dire, faisait qu'il y avait un développement de l'antijudaïsme, ce qu'on appelle l'antisémitisme aujourd'hui, mais de l'antijudaïsme, qui a donné effectivement une voix à travers le maire de Vienne, Karl Lueger, qui était un personnage qui disait chacun a sa place, mais les juifs aussi. Voilà. Et effectivement, alors il y a eu à cette époque-là un phénomène extrêmement important qui était le phénomène d'assimilation des juifs à la civilisation européenne et chrétienne. Il y avait beaucoup de conversions de juifs. Par exemple, le compositeur de musique Gustav Mahler s'était converti au catholicisme. Même Schoenberg, lui, s'était converti au catholicisme protestantisme, je ne sais plus. Enfin, il s'était converti, mais après-guerre, la conversion devait être assez faible puisqu'il est retourné au judaïsme. Mais il y avait un mouvement, et ce qui a donné d'ailleurs naissance au mouvement sioniste de Theodor Herzl. Parce que si le mouvement avait continué, c'était le peuple juif qui était en train de disparaître en tant que juif. Et il y avait une christianisation progressive. Mais le phénomène juif était là. Alors, on peut faire de l'Uchronie, dire que serait-il passé si l'Empire austro-hongrois avait continué, s'il n'y avait pas eu l'assassinat de François Ferdinand. Alors, les projets de François Ferdinand, qui nécessairement seraient arrivés au pouvoir en 1916, parce que guerre ou pas guerre, François-Joseph serait mort en 1916. Quelques jours près, mais bon, il serait mort à cette époque-là. Et il voulait créer une sorte de fédération à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois
en créant un royaume de Bohême, un royaume de Hongrie, peut-être un royaume de Croatie. Disons, il y aurait eu une union personnelle autour de l'empereur d'Autriche-Hongrie, empereur d'Autriche, roi de Hongrie, Oui. faut pas oublier, qui aurait donné une autre forme à l'Empire. Par contre, il y aurait toujours eu des tensions peut-être ou inévitables avec l'Italie, pour le sud, le Trentin, le Haut-Adige, parce que la région de Trente en Italie était quand même italienne. Vous aviez peut-être au nord avec la Pologne ce qui serait passé avec le Réveil. Bon, il y aurait peut-être eu des problèmes aux marges, mais peut-être que l'on aurait maintenu une union personnelle monarchique au sein de l'Europe centrale. Ce qui n'aurait pas été une mauvaise chose lorsque l'on voit les désordres que le démembrement en 1919 a pu créer. C'est ce que j'allais dire, oui, d'ailleurs on va y venir. Du coup, depuis cette disparition désavantageuse de l'Empire d'Autriche-Hongrie, qu'est-ce qui s'est déroulé du coup donc, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui? Alors, donc, en fin 1918, avec la défaite des puissances centrales, donc l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, la poussée de certains mouvements indépendantistes et nationalistes en Moravie, en Slovaquie, en Croatie, qui a donné naissance d'ailleurs à l'Union des Slaves du Sud, la Yougoslavie, vous avez eu un démembrement total de l'Autriche-Hongrie. C'est regretté par certains écrivains tchèques lucides. Ah ben, certains écrivains tchèques comme Milan Kundera disaient que l'Europe centrale avait une culture et un destin commun qui appartient culturellement à l'Occident, mais qui à l'époque étaient rangés sous le joug soviétique. C'était des gens qui étaient partagés. L'élément géopolitique et culturel était là. L'élément géopolitique et culturel était là. Notamment dans la musique classique. Ah ben dans la musique classique, des compositeurs. Vous avez un compositeur comme Franz Lehár d'origine hongroise, de langue allemande, qui était né à Komárom, sur les bords du Danube, où son père était chef de musique militaire, et qui a vécu à Bad Ischl, et qui est mort à Bad Ischl, à la limite du Tyrol, et dont le frère était général de l'armée hongroise, et qui avait d'ailleurs participé à la tentative de rétablissement de l'empereur Charles, du roi Charles IV de Hongrie, et qui avait été obligé de partir en exil en Autriche. Vous avez des compositeurs, Dvorak, Smetana, qui étaient des compositeurs tchèques, de langue tchèque, et qui écrivaient aussi bien en allemand, qui avaient toute leur autorité musicale à Vienne, leur attirance à Vienne. Le compositeur Gustav Mahler, qui était né à Jihlava, en Ilaho, en Tchécoslovaquie, en Bohême-Moravie, en Moravie, était attiré par Vienne, était de langue allemande. Vous aviez tous ces personnages. L'Europe centrale, c'était une véritable communauté de pensée, une véritable communauté, on pourrait presque une communauté de destin, que l'on retrouve aujourd'hui, dont on va sûrement parler tout à l'heure. D'ailleurs, donc vous étiez en train de dire une région d'Europe rangée du côté de l'Est finalement depuis 1945. Depuis 1945, qui avait été absorbé par le monde, disons, slave orthodoxe, même si c'était le monde communiste, mais le fond subsistait, alors que c'était un peuple qui avait subi l'influence carolingienne et qui était tourné vers l'Occident. Et que les nationaux-socialistes appelaient Ostrom, cette région qui comprend, disons, le centre jusqu'à l'Est. Voilà, cette Mitteleuropa, cette Europe centrale, que les Allemands, effectivement, du national-socialisme appelaient l'Ostraum, et qu'ils voulaient progressivement coloniser et ordonner à l'Allemagne, parce qu'effectivement, depuis le Moyen-Âge, toute cette région d'Europe centrale avait été plus ou moins passée progressivement sous l'influence des Allemands. C'est ce qu'on appelle le Traum nach Osten, la poussée vers l'Est, ce qui avait donné dans le nord de la Baltique les fameux barons baltes. Vous avez des villes comme Tallinn, où s'appelait Revel à l'époque, était à majorité allemande. En Pologne, vous aviez énormément d'Allemands. La Tchécoslovaquie, tout autour, était peuplée d'Allemands. C'est ce qu'on appelait le Sudettenland, les Sudètes, qui a d'ailleurs donné les problèmes en 1938.
Donc un monde germano-slave. Un monde germano-slave. Vous aviez beaucoup d'Allemands qui étaient installés dans le Banat, dans la région de Timișoara, Temesvar, qui était en Hongrie. Vous avez en Transylvanie la ville de Brașov aujourd'hui, qui est ville roumaine, ça s'appelait Hermannstadt, c'était peuplé d'Allemands. Vous aviez la ville de Kolozsvár ou Cluj aujourd'hui, toujours en Transylvanie, c'était Klausenburg et c'était peuplé d'Allemands. Vous aviez donc, et effectivement, le national-socialiste allemand avait en tête d'achever le Drankner-Osten. Alors effectivement, bon, on comprend très bien que les populations locales n'aient pas tellement accepté cette poursuite de la colonisation, surtout qu'ils avaient pris conscience de leur identité propre. Mais effectivement, il y a cette Europe centrale qui a été essentiellement sous influence allemande. Hein. D'ailleurs, dans l'Empire austro-hongrois, s'il y avait 12 langues parlées au moins, la langue unitaire était... La langue unitaire, la langue de commandement dans l'armée, c'était l'allemand. Et ensuite, excusez-moi de vous couper, vient le pacte de Varsovie, du coup, et le morcellement un peu artificiel, étatique et ethnicisé, si on peut dire, que ça a produit. Alors, le pacte de Varsovie, lui est arrivé, lui, en 45-48, mais il est venu sur un morcellement qui venait des traités de 1918. Ce sera encore pire à la fin, en fait, de ce pacte soviétique, vous voulez dire. Voilà. Mais en 1918, déjà en 1918, avec les traités de Trianon, là, si vous parlez du traité de Trianon aux Hongrois, ils voient rouge. Parce qu'effectivement, la Hongrie a été amputée de plus de la moitié de son territoire. Effectivement, ça crée plus de problèmes que ça en a résolu, puisque vous avez 4 millions de Hongrois qui vivent en Roumanie, vous avez 7 à 800 000 Hongrois qui vivent en Serbie, dans le nord, dans la Voïvodine. Vous avez des Hongrois dans la Slovaquie actuelle. Quand vous êtes sur la rive droite du Danube, vous avez encore 6 à 700 000 Hongrois qui vivent sous autorité slovaque. Donc ça crée des problèmes énormes. Vous avez eu la Croatie, qui a été pendant 800 ans en union personnelle avec la Hongrie, qui est devenue un État indépendant, qui comporte des éléments hongrois. Vous avez le sud de l'Autriche, la Carinthie, qui comporte des éléments slovènes. Vous avez, disons, un éclatement total. Alors après 1945, évidemment, la Pologne, qui a été déplacée de l'Europe centrale, c'est-à-dire de ces régions dont je parlais tout à l'heure, la Galicie, la Volhynie, vers la Silésie, dans laquelle on a chassé les Allemands, vous avez créé un changement total de frontières, et pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans même, vous avez eu la glaciation soviétique. Qui a effectivement figé la situation. Non sans trop de problèmes, puisque vous avez la révolte hongroise de 56, vous avez eu le printemps de Prague en 68, vous avez eu la révolte polonaise de 66 et puis après de 56 et puis après de 81. Vous avez eu le coup 80, enfin avec Lech Walesa, et vous avez toute une région qui n'a jamais accepté, ni après 18, de sentir la domination allemande, ni après 45, de sentir la domination soviétique, autrement dit, la domination russe. Donc, effectivement, vous avez une Europe centrale qui a une identité particulière. Cette Europe centrale est quelque chose qui a une réalité. Et même si, depuis 1991, elle a été intégrée pour l'essentiel à l'Union européenne, parce que la Biélorussie, qui était dans l'Union soviétique, est restée, mais la Biélorussie fait aussi partie de l'Europe centrale, la région de Minsk et autres, ça a été très longtemps polonais, même si ça a été russe après 1792, après le partage. Vous avez une communauté de pensée, Et là où on fait un saut dans la période actuelle, là où l'Europe de l'Ouest est très cosmopolite, eux assistent à tout de même un retour de chefs patriotiques, on pourrait dire,
avec les cas de Orban, la Hongrie, le Jobbik et quelques autres pays alentours. D'ailleurs. Justement, ces pays-là, alors, le diable porte pierre, et rien n'est jamais blanc ni jamais noir, mais le fait de 70 ans de soviétisme les a préservés de la pensée cosmopolite occidentale du judaïsme politique, même si le soviétisme était une autre forme de judaïsme. Mais de ce point de vue-là, ils ont été préservés du judaïsme politique cosmopolite et de la maçonnerie. Si bien que lorsqu'ils se sont retrouvés en 1991 délivrés du joug soviétique et progressivement happés par la puissance de ce que on peut quand même appeler l'Europe carolingienne. Finalement, l'Union européenne, c'est quand même le noyau de l'Europe carolingienne. Hein. Eh bien, ils ont refusé de totalement accepter les standards de ce qu'on appelle l'Occident. L'Occident, effectivement, et à ce moment-là, a été créé ce que l'on appelle, ils se sont réunis sous ce qu'on appelle le groupe de Visegrad. Alors, Visegrad, pourquoi Visegrad? Parce qu'on lance la troisième question, carrément. Si vous... Oui, donc, que ce soit justement, on y passe. quel est ce phénomène politique donc, du groupe de Visegrad pourquoi et dans quel contexte il est apparu? Alors, quels sont ses positionnements aussi? Ses positionnements. Alors, lorsque le processus d'adhésion de tous ces pays d'Europe centrale, c'est-à-dire la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie était en cours de démembrement, mais vous aviez quand même des pays comme la Slovénie qui était très proche de nous, la Croatie, qui est pays catholique alors que la Serbie est orthodoxe, que même après d'autres pays orthodoxes, en grande partie orthodoxes, comme la Roumanie, surtout la Bulgarie, se posaient la question de s'unir économiquement au sein de l'Union européenne. D'anciens pays marqués par l'Autriche-Hongrie se sont spontanément retrouvés symboliquement à Visegrad, qui est une ville de Hongrie. En février 91. En février 91. Et pourquoi Visegrad? Parce que c'est là qu'en 1365 s'étaient réunis le roi Jean Ier de Bohême, le roi Casimir III de Pologne, le roi Carobert ou Charles Ier de Hongrie, qui était d'ailleurs un arrière petit-neveu de Saint-Louis, par les Anjou, pour constituer une union anti-Habsbourg. Et Visegrad, qui se trouve en Hongrie, Visegrad, ça veut dire la ville haute, Visegrad, même si c'est en Hongrie. C'est un symbole de cette communauté de destin entre ces peuples slaves. Alors à l'époque, on a parlé du triangle de Visegrad parce qu'il y avait la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie. C'est devenu ensuite le groupe des quatre à partir du moment où en 91-93, la Tchécoslovaquie s'est séparée en deux États indépendants, la Slovaquie et la République tchèque. En fait, la Bohème-Moravie et la Slovaquie. Donc maintenant, vous avez le V4, comme on l'appelle, le groupe de Visegrad. Qui est une union des souverainetés, en fait, puisque c'est un peu plus patriotique et un peu parallèle à l'Union européenne. Alors, à l'origine, c'était plutôt une entente entre ces pays-là pour pouvoir discuter d'un commun accord avec Bruxelles et pouvoir harmoniser leur économie pour mieux entrer dans les standards économiques et juridiques bruxellois. Donc c'est depuis où il y a eu une scission tout de même, un plus grand éloignement vis-à-vis de l'Union européenne. Alors à l'origine, non, la rupture avec l'Union... Non, à l'origine de 91 à 2000 à peu près, c'était véritablement une vision, disons, d'intégration à l'Europe. Ce que l'on peut très bien comprendre, ils avaient subi l'occupation soviétique, ils pensaient que la liberté était à Bruxelles. Bah d'ailleurs, ils étaient pro-OTAN à cette époque-là. Ils étaient pro-OTAN, et la Pologne est entrée dans l'OTAN, la Hongrie est entrée dans l'OTAN, enfin, tous ces pays-là, même la Roumanie, la Bulgarie sont entrés dans l'OTAN. Mais on remarquera que Roumanie et Bulgarie n'en ont pas fait partie du V4 parce qu'ils n'ont jamais fait partie de l'Empire austro-hongrois.
Ah oui, c'est un élément intéressant. Mais voilà. Alors qu'est-ce qui les a éloignés comme sujet? C'est quelque chose comme l'immigration massive et l'islamisation? Alors, voilà. Par Berlin notamment. Voilà, le V4 était plus ou moins tombé en somnolence dans les années 2000, puisqu'il avait rempli son office d'intégration à l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'il l'a rêvé? Alors, ils avaient créé le fonds de Visegrad, qui était un fonds culturel qui permettait justement des échanges culturels entre ces 4 États. Oui, donc il y avait un accord financier. Il y avait un accord culturel, financier, qui permettait de créer une communauté de pensée face au reste de l'Europe carolingienne, sinon je reviens toujours à cette Europe. De l'Europe de l'Ouest. De l'Europe de l'Ouest. Qu'ils ont vu commencer à se suicider, disons. Et voilà. Et alors, il s'est passé une chose, c'est que dans les années 2010-2011, il y a eu cette politique, disons, d'invasion migratoire, de révolution migratoire lancée, cautionnée par Bruxelles, qui a fait qu'on a vu arriver, à la suite des problèmes du Proche-Orient, 1 million, 2 millions de réfugiés qui arrivaient à travers les frontières turques, qui traversaient la Bulgarie, la Serbie et autres. Et là, il y a eu Bruxelles qui, dans sa perspective de destruction de l'Europe, de trahison de l'Europe, a conduit, notamment avec la caution de Merkel, à imposer à ces populations d'Europe centrale, à ces peuples d'Europe centrale, de recevoir et d'accepter ces envahisseurs. Ces migrants, comme on les appelle en réalité, ce sont des populations d'invasion d'origine musulmane qui réussissent finalement à une invasion de l'Europe que les Ottomans eux-mêmes n'avaient jamais réussi. Il faut bien voir les choses. Et là, les Hongrois ont dit non. Viktor Orban, a dit non. Il a dit non, nous n'allons pas nous laisser envahir et nous laisser détruire. Et en même temps, les Polonais ont dit la même chose. Les Tchèques et les Slovaques ont dit la même chose. Et en novembre 2015, tous ces chefs d'État se sont regroupés. Les membres du V4, du groupe de Visegrad, se sont regroupés et pour mettre au point une politique pour tenir tête à Bruxelles et en même temps empêcher matériellement l'invasion. Alors à ce moment-là, c'était la Hongrie qui était en première ligne. Il y a eu une entente entre la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie pour constituer des forces policières et militaires pour aider la Hongrie à protéger sa frontière. Alors ça marche très bien, parce que la Hongrie a constitué une véritable frontière matérielle, pourrait dire une autre forme de rideau de fer, pour bloquer à la frontière tous ces envahisseurs, et ça marche très bien. Alors évidemment, aux grandes dames de Bruxelles. Comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est possible. Mais vous allez voir, je vais vous dire autre chose après pourquoi c'est encore plus possible, et démonstration par le mondialisme lui-même. C'est autre chose, c'est tout récent. Mais aujourd'hui, la Hongrie est préservée. Ils sont bloqués à la frontière de la Serbie, les Serbes eux-mêmes qui voudraient bien s'en débarrasser d'ailleurs. Et là, actuellement, Bruxelles ne décolère pas de voir que finalement la Pologne et ce groupe de 4 États refuse d'obtempérer à l'obligation de se laisser envahir. Et dernièrement, là, il y a la Commission européenne, là, il y a quelques jours, donc début mai, qui a menacé la Hongrie et la Pologne de mesures de rétorsion si ils ne se laissaient pas envahir. Alors Orban et la première ministre de Pologne, Beata Szydło leur ont dit vous pouvez dire ce que vous voulez, nous on conserve la défense de nos frontières. Bon, pour l'instant les choses en sont là, mais ce groupe de Visegrad effectivement a repris de l'ampleur à cause de cette politique d'invasion migratoire, et plus encore, fait remarquable, on parlait d'Autriche-Hongrie, c'est pour ça d'Europe centrale,
Maintenant, il y a la Croatie, des discussions qui se font avec la Croatie pour associer la Croatie à cette politique de défense. De défense. Il y a eu des discussions qui ont eu lieu en décembre 2016 en Hongrie, où le chef du gouvernement croate, Dragan Kitarović, a soutenu la politique de refus d'invasion et elle-même se lance dans une solidarité avec la Hongrie. De même que l'Autriche, on parle d'Autriche-Hongrie, mais l'Autriche, si le candidat du FPO, Norbert Hofer, l'avait emporté aux élections présidentielles, il était vraisemblable que l'Autriche entrait elle aussi dans le groupe de Visegrad. D'ailleurs, ça va être la quatrième question. Avant, je voulais juste dire de ce que prône le groupe de Visegrad. C'est vrai qu'il n'y a pas que le reflux migratoire, évidemment. Il y a une exaltation de son histoire, évidemment. Le rapatriement des compétences, le financement des nationaux, le refus aussi de la subversion morale que provoque le mondialisme, avec notamment les trucs d'homosexualité, etc. Et aussi un truc qui leur est propre, la criminalisation du communisme. La criminalisation du communisme, oui. Alors on peut très bien comprendre effectivement qu'ils demandent que l'on criminalise le communisme et que on demande aux anciens communistes de rendre des comptes, puisque finalement l'Occident, en un sens, a créé un précédent avec le tribunal de Nuremberg, puisque finalement, on a appliqué des lois rétroactives aux dirigeants de l'Allemagne nationale-socialiste. Donc ils se demandent, puisqu'on nous dit officiellement que les Allemands de l'Allemagne de l'époque nationale-socialiste sont coupables de tous les crimes, pourquoi à ce moment-là n'instruirait-on pas un procès vis-à-vis des communistes? Parce qu'on impute aux Allemands 6 millions de morts, mais les crimes du communisme avérés, prouvés, ça dépasse les 50 millions et voire plus. Donc effectivement, c'est un autre débat, mais on ne peut pas leur donner tort. On ne peut pas leur donner tort. Pourquoi 2 poids 2 mesures dans ce cas-là? Ou alors il faut ouvrir tous les dossiers. Donc un tribunal de Nuremberg du communisme. Voilà, mais alors là, il ne peut y avoir, on sait très bien qu'un seul crime suprême, qu'un seul tribunal de Nuremberg. Et pour ça, il faut relire Maurice Bardet, c'est très instructif. Exact. On va lancer la quatrième question, du coup, sur l'avenir de VE4. Donc comment cette union danubienne, donc essentiellement slave et germanique, tente-t-elle de se développer pour l'avenir? Alors, se développer, il y a déjà le fait d'être soudé sur cette question de la migration, de l'invasion migratoire. Mais il cherche à s'élargir avec... Mais il cherche à s'élargir, effectivement. Effectivement, plus le temps passe, plus ces peuples d'Europe centrale prennent conscience que ce sont des peuples chrétiens, des peuples catholiques, qu'ils ont été préservés racialement, culturellement, ethniquement, et ils n'entendent pas se laisser pervertir et se laisser détruire, comme c'est le cas pour les peuples d'Europe occidentale. La France, l'Allemagne, par exemple. On parle même pas de l'Angleterre. On voit de communautarisation accélérée, même l'Espagne aussi qui se laisse envahir. Et effectivement, alors aujourd'hui, non seulement ces pays d'Europe centrale demandent à rapatrier des compétences de Bruxelles, donc à mettre fin à ce projet de fédéralisme, qui est en gros le cheval de Troie du mondialisme, parce que vous faites entrer l'Union européenne dans l'Europe centrale, et après ça va être le traité transatlantique, pour l'instant bloqué, mais qui suivra. Eux, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas non plus être soumis au monde soviétique, enfin au monde russe. Ils en ont soupé, si on peut dire. Et là, c'est là qu'arrivent des divergences. C'est là qu'arrivent des divergences. C'est-à-dire que vous avez la Pologne qui ne veut pas trop entendre parler de la Russie. C'est le problème d'un conflit séculaire entre la Pologne et la Russie pour la domination du monde slave. Dans les années 1610, il y a eu un Polonais qui était monté, un faux Dimitri, qui était monté sur le trône de Moscou, le trône des tsars. Après, ce sont les tsars qui ont envahi la Pologne. Vous voyez, donc, ce sont de très vieilles histoires, hein,
indépendamment des problèmes. Oui, sur le fond, disons qu'ils sont d'accord avec Poutine sur la question migratoire, par exemple, Oui. ou des choses comme ça, mais après, il y a Mais, un conflit d'histoire. mais après, on laisse les Russes de côté. Par contre, vous avez Viktor Orban qui, lui, s'entend très bien avec Poutine. Ok. Et les Russes, là, sont en train de construire des centrales nucléaires en Hongrie. Il y a aussi les développements ferroviaires, etc. Alors là, le développement ferroviaire, ça, c'est encore autre chose. Là, le développement ferroviaire, c'est les Chinois là qui interviennent. C'est encore Ah oui. autre chose, oui. Mais vous avez la Tchécoslovaquie, donc la Slovaquie et la Tchéquie, pour parler ou la République tchèque, ne froissons pas nos amis tchèques, qui dépendent du gaz russe et qui ont toujours eu des liaisons assez importantes avec les Russes. Donc, vous avez aussi la Slovaquie, qui est le seul membre du groupe de Visegrad à avoir adopté la monnaie européenne, adopté l'euro. Alors que vous avez à la fois la Pologne et la Hongrie qui disent attention, l'euro, c'est la matrice du fédéralisme et de l'intégration européenne qui va nous faire disparaître, qui va nous imposer la puissance allemande. Parce que la puissance allemande est très importante en Europe centrale. Oui. On parle du mondialisme, mais il faut savoir que l'Allemagne, depuis 1991, a repris, disons, son drame d'Aroston, non pas du point de vue de la population, mais du point de vue économique. Bah, elle fait de la sous-traitance industrielle, notamment. Voilà, elle fait de la sous-traitance industrielle. Et les Allemands se servent des bas salaires de l'Europe centrale comme d'un tiers-monde économique. Mais l'allemand reste parlé et présent comme langue utilisée. L'allemand est une langue véhiculaire Ouais. extraordinairement importante dans tous ces pays-là, même beaucoup plus que le russe. Le russe est quasiment oublié, mais c'est l'allemand qui reprend le dessus. En plus, les Allemands ont poussé de manière stratégique leurs investissements dans le domaine culturel et éditorial. Donc, effectivement, il y a une certaine forme de reprise en main culturelle et économique de l'Europe centrale, de la Mitteleuropa Europa par les Allemands. Alors vous avez une communauté de pensée, une communauté culturelle, une sorte de communauté de destin de cette Europe centrale, mais avec des tiraillements pour ceux qui se méfient de l'Allemagne, qui se méfient de l'Occident, ceux qui regardent vers la Russie, ceux qui ne veulent pas entendre parler de la Russie, ceux qui ont déjà un pied dans l'euro, ceux qui ne l'ont pas. Vous voyez. Et depuis Trump, il y a peut-être des attaches ou ça n'a pas modifié spécialement les Pour le lignes moment, la politique de Trump est trop erratique pour que l'on puisse véritablement en tirer des conclusions. Une chose est certaine, c'est que si les choses continuent comme ça, on pouvait penser à un moment que l'emprise militaire de l'OTAN diminuerait en Europe centrale. Ce n'est pas le cas, puisque apparemment les troupes de l'OTAN continuent à s'implanter en Pologne, face à la Russie. Ce que dénoncent plus ou moins les Hongrois. Donc vous voyez, il y a une communauté culturelle, une communauté, disons, une volonté d'avancer ensemble de cette Europe centrale, mais avec des tiraillements politiques, économiques et militaires actuels. Alors l'avancement qui est en cours, c'est une idée qui a été lancée par la Pologne, c'est l'idée d'une fédération, certains appellent ça des trois mers, d'autres de l'entremer, la fédération Międzymorie, c'est-à-dire entre deux mers, qui est un vieux projet qui avait été lancé par la Pologne de Piłsudski dans les années 20, Piłsudski étant le père fondateur de la nouvelle Pologne, dans les années 20, qui a gouverné jusqu'en 34, 36, 35, jusqu'à sa mort, et qui était de recréer une sorte de fédération entre la Pologne, la Lituanie, la Biélorussie, l'Ukraine, et puis éventuellement avec la Pologne et tous ces pays-là, pour en gros recréer d'une certaine façon, l'ancien royaume polono-lituanien. Alors effectivement, ça ne s'est pas fait, mais même le colonel Beck, qui a succédé à Piłsudski entre 1935 et 1939, avait lancé l'idée d'une troisième Europe, qui réunissait encore tous ces pays-là, et lui en plus il l'étendait à la Roumanie et à la Hongrie. Les colonels et maréchaux d'entre-deux-guerres aussi
Vous faisiez un parallèle entre les deux, il me semble. Ben, je parlais de Pilsudski, de Maréchal Pilsudski Ah oui, et du colonel Beck, polonais. Et l'idée, ne s'est pas faite parce qu'il y a eu la montée de la tension en Europe, avec le réveil de l'Allemagne, la montée aussi en puissance de l'URSS, de la Russie soviétique, parce que l'URSS c'est la Russie soviétique, et le projet n'a pas eu lieu. Après, vous avez eu le problème réglé pendant 70 ans, si l'on peut dire, avec le pacte de Varsovie. Et aujourd'hui, l'idée est relancée par la Pologne. Alors, vous avez donc des discussions qui sont en cours actuellement, de la Lituanie à la Pologne jusqu'à la Bulgarie. Vous voyez un petit peu, donc, de la Baltique à la mer Noire, cette Europe centrale, plus ou moins de manière informelle, parfois même de manière plus ou moins inconsciente, mais aussi poussée par les événements migratoires, par la volonté d'hégémonie mondialiste, atlantiste, fait que tous ces peuples s'organisent progressivement. Et le V4, ça comprend du coup 64 millions de personnes sous l'organisation, enfin pour prendre les 4 États réunis. Alors les 4 États réunis du V4 représentent 64 millions de personnes. Mais par contre, ils ont toujours besoin d'un appui de l'Union européenne, au moins à titre économique. Alors, pour le développement. Effectivement, le talon d'Achille du V4, c'est que jusqu'à présent, ils ont besoin des fonds structurels européens, de l'aide européenne pour se développer économiquement. Alors, les fonds structurels, par exemple pour la Pologne, c'est plus de 80 milliards entre 2014 et 2020 pour construire des routes et autres, des développements d'infrastructures. Donc, effectivement, jusqu'où peuvent-ils aller trop loin pour éviter de perdre toutes ces aides? Donc, vous voyez, donc c'est un monde en mutation aujourd'hui. Mais 64 millions de personnes, c'est important. Et effectivement, si vous leur ajoutiez après la Croatie, on arrive facilement à 80-90 millions de personnes. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors très divisé, mais un monde extrêmement important. Et ce que on disait, vous me parliez tout à l'heure de la construction de voies ferrées, effectivement. La Hongrie, ayant pris conscience de son rôle central, le monde danubien, est en train d'étendre ses relations avec la Serbie. La Serbie qui est en dehors de l'Europe, qui est en pourparlers, mais avec de très fortes tensions. Beaucoup de Serbes ne veulent pas entendre parler de l'Union européenne, voyons ce que ça donne. Et on leur donne raison. On leur donne raison, évidemment. Et il y a des discussions de plus en plus poussées entre la Hongrie et la Serbie. Et notamment la création de corridors économiques. Et l'Union européenne, justement, renacle à financer le développement d'infrastructures dans cette région. Et les infrastructures sont en train de se faire. Mais elles sont en train de se faire avec des capitaux chinois. Une ligne à grande vitesse est en cours de construction, et même, je ne sais même pas si elle va pas bientôt être inaugurée, entre Budapest et Belgrade. 250-300 km maximum, vous allez avoir des TGV qui vont circuler à capitaux chinois. Et les Chinois veulent continuer à constituer des axes de pénétration en Europe centrale à partir de ports comme le Pirée. Le Pirée aujourd'hui est un port sous administration chinoise en Grèce, et vous avez actuellement une prise de possession économique de cette Europe centrale par les Chinois. Donc vous voyez, vous avez la Russie d'un côté qui essaye de reconquérir ce que Poutine appelle son étranger proche, c'est-à-dire l'Ukraine, la Biélorussie. L'OTAN, l'Occident, qui avance ses pions au pied de la Russie pour encercler la Russie. Et vous avez les Chinois qui rentrent au sud du fait des faiblesses de Bruxelles, qui ne veut pas financer et autres. Donc les choses, vous voyez, deviennent extrêmement complexes aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est certaine, le groupe de Visegrad aujourd'hui constitue un élément moteur de toute cette politique d'émergence de l'Europe centrale.
Ils cherchent tous les alliés qui veulent bien s'y joindre, notamment l'Italie, ils avaient proposé la Macédoine. Bien sûr, même une entente confédérale, vous dites, de l'Irlande au Pacifique. Alors eux, oui, il y a ce projet de... Alors nous, effectivement, en tant que nationalistes, nous proposons une Europe non pas fédérale, mais une Europe confédérale, c'est-à-dire une entente de tous les peuples d'Europe, de l'Atlantique au Pacifique, de l'Irlande au Pacifique. Confédérale, unie, mais dans les existences nationales. Dans les existences nationales. Et il y a une chose extrêmement importante pour développer l'Europe centrale, pour l'unir, pour fédérer les deux parties de l'Europe, c'est de développer en infrastructure cette Europe centrale. Les rois de Pologne avaient lancé à l'époque déjà la construction d'un réseau de canaux pour relier en gros le bassin de l'Oder et de la Vistule avec le bassin du Dniepr, c'est-à-dire la mer du Nord, la Baltique et la mer Noire. Bon, vous savez, c'est ce qu'on appelait le canal de Kroliewski. Alors Staline avait commencé à l'élargir, et lui dans un but plutôt d'invasion de l'Europe de l'Ouest. Mais là, vous avez des travaux d'infrastructure énormes. Vous avez des canaux à grand gabarit à construire pour relier la Vistule, l'Oder, la Vistule et le Dniepr. Vous avez des rivières qui peuvent être aménagées, comme la Varta, comme le Bug, qui peuvent être très aménagées. Vous avez une liaison qui peut être faite par le nord, entre la Daugava, la Duna, la Dvina, on l'appelle la Dvina, qui traverse les pays baltes, et le Dniepr. Vous avez des canaux à relativement peu de prix, que vous pouvez faire des canaux à grand gabarit. Vous avez des liaisons routières, des liaisons ferroviaires, vous avez des projets, une union confédérale européenne pour mettre au point, pour souder tous ces peuples d'Europe, et mettre fin, si on veut dire, mettre fin, non, on n'arrête pas les rapports de force, mais au moins remplir le vide de cette Mitteleuropa actuelle. Mais c'est peut-être beaucoup trop demandé à des gens qui sont fonctionnaires, qui pensent en termes de carrière et qui sont formés dans des universités mondialistes. Ça, c'est certain. Bon, pour moi, on a fait le tour du sujet. Je vous avais coupé à un moment donné, je ne sais pas si vous aviez une importance à dire sur la fédération entre-mers, mais après, vous étiez parti dans Alors la fédération entre-mers, bah oui, effectivement, cette fédération entre-mers permettrait aujourd'hui à des pays comme la Pologne et la Hongrie de constituer des axes politiques qui permettraient de cristalliser les peuples slaves du Nord et les peuples slaves du Sud en une sorte d'entité médiane, de pont entre l'Europe de l'Ouest, cette Europe carolingienne dont je parlais, et l'Europe orthodoxe avec la Moscovie, enfin disons la Russie centrée autour de Moscou, qui elle a vocation à terme, on a beau le dire, mais à recouvrer d'une manière ou d'une autre une union avec l'Ukraine. Vouloir séparer l'Ukraine de Kiev et Moscou, c'est un non-sens historique, même s'il y a des particularismes locaux. Par contre, la partie de la Galicie, avec Lvov ou autre, là, cette Ruthénie là a droit aussi à une existence particulière. Peut-être que dans les années à venir, ces choses-là vont se décanter. Alors le mieux que les choses se décantent dans le calme, à froid, de manière posée, plutôt que dans des conflits qui malheureusement peuvent survenir tant les nuages s'amoncellent sur l'Europe, de toute manière, économique, financier, ethnique, avec les invasions, avec la politique d'agression américaine vis-à-vis de la Russie, le réveil turc aussi très important. Donc, oui, voilà. L'économie chinoise et tout voilà. ça. L'économie chinoise qui pénètre. Voilà. Donc il y a énormément de nuages qui s'amoncellent, de problèmes qui s'amoncellent. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que cette réalité géopolitique de la Mitteleuropa, de l'Europe centrale, perdure, et qu'il y a un noyau, c'est l'Europe habsbourgeoise. Oui. Cette Europe habsbourgeoise. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces problèmes d'Europe centrale, et le groupe de Visegrad, à mon avis, a un rôle moteur à jouer. Dans la mesure où l'Europe centrale, c'est quand même, pour longtemps, la Pologne et la Hongrie. Très bien. Merci, Donc, Monsieur Lozillon. Conclusion. La Blandine.
Pensez bien à vous abonner à la chaîne et également vous abonner à la revue mensuelle papier. Nous nous retrouvons le mois prochain donc, pour un nouveau sujet mêlant histoire et actualité. Alors je voudrais rappeler, avant d'en terminer, que la revue Militant a traité de ce dossier de l'Europe centrale, voici quelques numéros, et qu'elle paraît tous les mois. Pour s'y abonner, pour un abonnement d'essai, pour 6 mois, 25 €, un abonnement normal, 59 €. Vous pouvez aussi trouver plus de renseignements sur notre site revue-militant.fr ou nous écrire à Militant, boîte postale 154, 75 463, Paris Cedex-Solis. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Bourdillon. Au revoir Florian, et à la prochaine émission. Au revoir, monsieur Gonzalez. Au revoir Blandine. Merci à tous les deux.